Avant d'arriver aux Urdes, nous devons passer par la Alberca, village assez riche, de caractère féodal, qui a une grande influence sur la vie des Urdes, dont presque tous les habitants sont tributaires de ce village. Voici l'église de la Alberca. Deux têtes de mort dans leur niche semblent présider aux destinées de ce village. Les maisons ont généralement 3 étages et leur architecture est peu fréquente en Espagne. Elles donnent aux rues un aspect moyenâgeux. Les maisons, pour la plupart, portent gravée au-dessus de la porte une inscription religieuse. Ave Maria, l'Immaculée qui conçut sans péché. Le jour de notre arrivée, nous voyons les femmes du village en train de se peigner. Elles sont habillées de leurs plus beaux vêtements. Nous leur demandons pourquoi elles ont fait toilette. Elles nous répondent qu'il faut que nous allions sur la place de l'église où l'on va célébrer comme chaque année une fête étrange et barbare. Devant la population rassemblée, les hommes les plus récemment mariés doivent chacun arracher la tête d'un coq. Entre deux angles d'une rue, l'on tend une corde d'où pend un coq attaché par les pattes. Chacun des cavaliers passant au galop devra arracher la tête d'un coq. Après avoir triomphalement promené la tête du coq par les places et les rues du village, les nouveaux mariés offrent du vin à toute la population. Les échansons, en même temps que du vin, distribuent des plaisirs par milliers. Parmi la foule, nous apercevons cet enfant, richement orné de médailles d'argent. Bien que ce soit des médailles chrétiennes, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux amulettes des peuples sauvages d'Afrique et d'Océanie. À 7 heures du soir, presque tout le monde déjà est ivre, et nous nous dirigeons vers la cime. Voici cet enchevêtrement de montagnes au sein desquelles se trouvent disséminés les 52 villages qui composent les Urdes, avec une population totale de 8000 habitants. Pour y parvenir, il faut descendre une pente abrupte et traverser la vallée des Batuecas, habitée par un vieux moine qui vit là entouré de quelques domestiques. Cette vallée fut habitée 4 siècles durant par des moines, des carmes, qui prêchèrent la religion chrétienne dans les villages les plus importants des Urdes. Les Batuecas ont conservé des vestiges d'une vie préhistorique intense. On a trouvé dans leurs cavernes des peintures d'une exécution savante, représentant des hommes, des chèvres et des abeilles. Les crapauds, les couleuvres et les lézards sont les seuls habitants actuels de ces ruines. La végétation est d'une grande richesse. Plus de 200 espèces d'arbres croissent ici librement. Cependant, à 5 km de cette vallée, on ne rencontrera plus, à part quelques rares arbres fruitiers, que du cis et de la bruyère. Le couvent est entouré d'une muraille de 8 km de pourtour, qui le protège contre l'attaque des loups et des sangliers. À l'intérieur de l'enceinte formée par la muraille, se dressent, disséminées çà et là, les ruines de 18 ermitages que signalent toujours un ou plusieurs cyprès.
Derrière ces sommets qui appartiennent encore aux Batouékas commencent les Urdèses. Après les avoir franchis, nous voici en plein paysage des Urdèses. Ce village est assez humble, situé dans une des vallées les plus pauvres. Le bâtiment blanc est l'école de construction récente. Dans les rues à flanc de montagne, nous surprenons la vie quotidienne des habitants. Détail curieux, dans les villages des Urdèses, nous n'avons jamais entendu une chanson. Parfois, on voit courir au milieu du village un misérable petit ruisseau qui descend de la montagne. L'été, il n'y a pas d'eau trop dans le village que celle-ci, et les habitants l'utilisent malgré la saleté répugnante de son lit. Voici quelques scènes surprises au passage. Le ruisseau sert à tous les usages. Mange un morceau de pain trempé dans l'eau. Le pain, jusqu'à ces derniers temps, était presque inconnu aux Urdèses. Celui-ci a été donné aux fillettes par le maître d'école qui, généralement, oblige les enfants à manger leur morceau de pain en sa présence, de peur qu'aussitôt rentrés chez eux, les parents ne le leur enlèvent. On appelle les enfants à l'école. Ces gosses déguenillés qui vont pieds nus reçoivent le même enseignement que celui que l'on donne à tous les enfants qui fréquentent l'école primaire le monde entier. Les vêtements sont importés par les Jourdanos qui émigrent pendant quelques mois de l'année sur les terres de Castille et d'Andalousie. Ils s'adonnent surtout à la mendicité. À leur retour au pays, ils partagent les lots de vêtements en échange de pommes de terre. Ces enfants affamés, on apprend comme partout ailleurs que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Dans quelques villages des Urdèses, la plupart des enfants sont des pilus. Les pilus, ce sont les enfants abandonnés que les femmes des Urdèses vont chercher à l'assistance publique de Ciudad Rodrigo, située à 2 jours de marche à travers la montagne. Elle se charge de les élever en échange d'une pension de 15 pesetas par mois. Cette somme misérable servait à faire vivre toute une famille, jusqu'au jour où, il n'y a pas encore longtemps, fut interdite aux Urdèses l'industrie des pilus. Une image inattendue et choquante que nous découvrons dans l'école. Que peut bien faire ici cette gravure absurde? Nous ouvrons au hasard un livre de morale que nous trouvons sur une table. L'un des meilleurs élèves écrit au tableau, à notre demande, une des maximes de ce livre. La morale que l'on enseigne à ses petits est la même que celle qui régit notre monde civilisé. Respecte le bien d'autrui. Dans cette vallée relativement riche, on rencontre quelques noyers, des cerisiers et des oliviers. Ceci est le village de Martinandran. Ces croûtes que l'on voit entre les arbres et qui évoquent la carapace d'un animal fabuleux ne sont autre chose que les toits du village. À l'entrée du village, un cœur de tout nous accueille. La majeure partie des habitants sont malades. Les tableaux qui se présentent à notre vue sont d'une misère désolante. Le goitre est la maladie spécifique des Urdèses hautes qui constitue l'objet principal de ce reportage. Voyez cette femme avec son goitre. Elle n'a pas plus de 32 ans.
le village accompagnés de l'alcade de Martine Andran. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Nous demandons à l'alcade ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint, mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. Un de nos amis s'improvisant médecin s'approche d'elle pour s'informer de ce qui lui fait mal à la gorge. Il lui demande d'ouvrir la bouche et nous pouvons voir ses gencives et sa gorge enflammée. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. 2 jours après, nous sommes revenus dans ce village. Comme nous demandions de ses nouvelles, on nous a répondu que la fillette était morte. De quoi se nourrissent les habitants de ce pays stérile? Les seuls aliments, ou presque, dont ils disposent, ce sont les pommes de terre et les haricots. Et encore pas toujours. En particulier au mois de juin et de juillet, il arrive que cette base même de leur alimentation leur fasse défaut. Leur alimentation carnée se compose uniquement de porc. Il n'y a que les familles riches, si on peut les appeler ainsi, qui possèdent un porc. Chaque année, on tue le porc, sa viande est dévorée en 3 jours. Aux endroits les plus fertiles, poussent des oliviers. Souvent, le fruit en est détruit par les insectes. La chèvre est l'animal qui résiste le mieux dans ces parages stériles. On réserve son lait aux malades graves. Il trempe dans ce lait le pain que les mendiants ramènent de loin et que l'on garde lui aussi pour les malades. On ne consomme de la viande de chèvre que lorsque l'une d'elles se tue, ce qui arrive quelquefois quand le sol est abrupt et les sentiers escarpés. La principale industrie alimentaire des Urdèses est l'apiculture. Mais les ruches, pour la plus grande partie, n'appartiennent pas aux Urdanos. De plus, le miel que les abeilles extraient de la fleur de bruyère est très amer. Les propriétaires des ruches sont des gens de la Alberca. Ils ne laissent les ruches aux Urdèses que pendant l'hiver, qui est plus doux là que dans la province voisine de Salamanque. Au printemps, on transporte les ruches en Castille. À cette époque, il est courant de rencontrer une ou plusieurs bêtes chargées de ruches et qui se dirigent vers la Castille. Un jour, nous rencontrons cette arme, avec son chargement de ruches, que 2 Urdanos conduisent vers Salamanque. Un peu plus tard, tandis que nous mangeons tranquillement, nous entendons appeler au secours. Les Urdanos avaient attaché l'arbre, duquel une ruche était tombée, et l'animal avait été ensuite attaqué par les abeilles. Les mouvements désordonnés qu'il faisait pour se défendre provoquèrent la chute des autres ruches, et des essaims d'abeilles se précipitèrent sur lui. 1 heure après, l'animal était mort. 1 mois avant notre arrivée, 3 hommes et 11 mulets avaient été tués de la même façon. Les mois de mai et de juin sont les plus durs pour les habitants des Urdèses qui ont, à cette époque, épuisé leurs provisions de pommes de terre. Ils se nourrissent alors de cerises, et comme la faim les empêche d'attendre qu'elles soient mûres, ils les mangent vertes, ce qui leur donne la dysenterie. C'est alors que commence l'émigration. Les hommes que la maladie ne retient pas, que les fièvres ont épargnés, partent pour la Castille ou l'Estramadour pour tenter de travailler à la moisson. Nous rencontrons quelques-unes de ces caravanes composées de 10, 30, 50 hommes, pourvus en tout et pour tout d'une couverture. Ils n'ont ni argent ni pain, et ils vont très loin, à pied, pour chercher du travail. Nous croisons, plusieurs jours après, un groupe de ces hommes qui s'en reviennent comme ils sont allés, sans argent et sans pain. Nous voici maintenant à l'un des points essentiels de ce reportage. Comment les Urdanos font-ils pour construire le champ qui devra leur permettre de manger? Ils commencent par choisir un terrain proche de la rivière, puis aidés par leurs femmes, leurs parents et amis, ils le débarrassent de sa végétation habituelle de bruyère et de cire. Les outils de travail sont toujours rudimentaires, une pioche et une pelle. Ils ne disposent pas d'autres instruments pour labourer. La charrue est inconnue dans la plupart des villages des Urdèses. Une fois que le terrain est défriché, ils élèvent des murs de pierre posés l'une sur l'autre sans mortier. Ce mur protégera le champ des inondations hivernales. Quand le mur est construit, il leur faut aller chercher la terre végétale dans la montagne.
Ils en emplissent leurs sacs qu'ils transportent ensuite à travers les ronces jusqu'à leurs champs. Ce travail les occupe généralement plusieurs semaines. Voyez la mince couche de terre végétale qui recouvre un champ urdano. La première année, la récolte est abondante, mais ensuite la terre s'épuise faute d'éléments nitrogénés et devient stérile. Tous les champs des Urdèces ont la forme d'étroites bandes de terre en bordure de la rivière. Souvent, les crues hivernales anéantissent en quelques instants le travail de toute une année. Voici le méandre caractéristique d'un cours d'eau des Urdèces avec les petits champs échelonnés. Faute d'argent et d'animaux domestiques, le Urdano ne peut pas se procurer d'engrais. Aussi doit-il aller chercher sur la montagne de quoi en faire, comme la famille que vous voyez ici. Les chemins sont difficiles et les chaussures sont rares. L'engrais le plus apprécié est celui que les Urdanos fabriquent eux-mêmes avec les feuilles sèches de l'arbousier, arbuste qui n'est pas très abondant dans ces montagnes. Une fois arrivés à un endroit propice, ils emplissent les sacs de ces précieuses feuilles. Mais en ces endroits, la vipère est un animal très répandu. L'un de ces paysans a été piqué au doigt il y a quelques jours par une vipère en cueillant les feuilles d'arbousier. La morsure n'est presque jamais mortelle de soi-même. Ce sont les Urdanos qui, en essayant de se soigner, s'infectent parfois mortellement. Quand la cueillette des feuilles est terminée, le paysan s'en retourne au village et répand le contenu de son sac à l'intérieur de la maison. Sur ces feuilles, bêtes et gens mêlés se coucheront. Les feuilles se décomposeront lentement et quelques mois après, ils s'en serviront comme engrais. Voici la maison d'un habitant de Fragosa. Dès l'entrée, on marche sur le lit de feuilles qui ne fait jamais défaut dans les maisons des Urdanos. Intérieur caractéristique d'une maison. Les ustensiles sont primitifs et leur nombre très restreint. La fumée sort des maisons par où elle peut. Il n'y a pas de cheminée et pas de fenêtre. En été, les cours d'eau sont presque à sec. Et ce fait est à l'origine du paludisme, transmis par le moustique Anophèle. On peut dire que tous les Urdanos sont paludiques. Cette maladie est à présent combattue par les médecins des 3 factories des Urdèces. La larve doit monter à la surface de l'eau pour respirer. Si elle se tient parallèlement à la surface, c'est une larve d'Anophèle. Si elle se tient perpendiculairement à la surface, c'est une larve de Culex, moustique inoffensif. L'Anophèle adulte se trouve dans toutes les maisons urdanas. On le reconnaît au fait qu'il se pose perpendiculairement au mur. Voici le résultat de la piqûre de l'Anophèle. Un homme attaqué par la fièvre assis près de sa maison. Nous rencontrons par les rues beaucoup de malades. Cette malade, couchée sur son balcon, ne se doute pas de notre présence. Les balcons comme celui-ci, ou de toute autre sorte, sont rares dans la plupart des villages des Urdèces.
Les nains et les crétins sont en grand nombre dans les urbaines hautes. Généralement, leur famille les emploie à garder les chèvres. Certains sont dangereux. Ou bien ils fuient l'homme, ou bien ils attaquent à coups de pied. On les rencontre dans la montagne vers la tombée de la nuit, alors qu'ils regagnent le village. Et nous eûmes de grandes difficultés pour arriver à filmer quelques-uns d'entre eux. Le réalisme même d'un Zurbaran ou d'un Ribera reste encore bien au-dessous d'une telle réalité. La dégénérescence de cette race est due principalement à la faim, au manque d'hygiène, à la misère et à l'inceste. Le plus petit que vous voyez ici a 28 ans. Voici un autre type de vieux crétin. Un autre crétin. Ce crétin presque sauvage, nous n'avons pu le filmer que grâce au concours d'un de nos amis urbanos qui a su amuser et calmer son interlocuteur. Un jour, nous voyons un groupe de gens devant la porte d'une maison. Un enfant venait de mourir. La mère. Une mort, c'est un des rares événements que l'on peut enregistrer dans ces villages misérables. Les femmes accourent en masse à la maison mortuaire. On nous a expliqué les complications qu'entraîne le transport d'un cadavre du fait que dans beaucoup de villages, il n'y a pas de cimetière. Il a fallu qu'on transporte cet enfant jusqu'au cimetière de l'Union Morale et nous décidâmes de suivre le corps. Le corps fut placé dans une auge et conduit pendant plusieurs kilomètres à travers la broussaille. Si le mort est un adulte, on attache le corps à une échelle et on le conduit ainsi jusqu'au cimetière. Cela exige parfois des heures de marche. Vous voyez le passage d'une rivière avec le cadavre. Ce cimetière nous montre qu'en dépit de la grande misère des urbanos, leurs idées morales et religieuses sont les mêmes que dans toute autre partie du monde. L'emplacement des tombes est indiqué par une croix ou un morceau de bois. La seule chose luxueuse que nous ayons rencontrée aux Urdes, ce sont les églises. Celles-ci se trouvent dans un des plus misérables villages. Un intérieur parmi les plus confortables. Il y a ici le père, le fils, la bru et les deux petits-enfants. Au mur, la présence de ce papier découpé et l'alignement des couvercles attestent un certain sens de la décoration. Dans quelques villages, une femme parcourt les rues la nuit. C'est la criée de la mort. Elle va, agitant une sonnette, et parfois s'arrête pour psalmodier une prière. Tous les habitants d'une maison urbana vivent dans la même et unique pièce. Mais comme cette maison-ci est un peu plus confortable, elle se compose d'une étable à l'étage inférieur et au premier étage de la cuisine et d'une chambre. Exceptionnellement, il y a un lit. Se couchent tout habillés en hiver. Ils portent leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Voici ce que dit cette femme. Il n'y a rien qui tienne mieux en éveil que de penser toujours à la mort. Réciter un Ave Maria pour le repos de l'âme de...
Après un séjour de 2 mois dans les Urdes, nous quittons le pays.